Je donnerai donc la parole à Hélène de la Fondation Dufresne-Gauthier. Merci Jean-Marc et merci à ceux qui m'ont précédé. Je vais essayer de nous amener un peu avec notre vision dans les champs qui nous occupent. Donc, Jean-Marc le soulignait, la Fondation Dufresne-Gauthier existe depuis 20 ans et travaille avec les organisations communautaires à essayer d'assurer le plein épanouissement des enfants, des jeunes, mais parfois pour aider les jeunes, bien, il faut aider aussi les familles puisque ce sont l'environnement dans lequel ils évoluent pour la plupart d'entre eux. On travaille au Québec et en Mongolie et avant qu'il y ait plein de questions dans le chat qui se manifestent, pourquoi la Mongolie? Je vous dis que je réponds tout de suite en disant qu'on a mon conjoint de l'époque, Daniel Gauthier, et moi-même avons adopté 2 filles de la Mongolie. Alors, comme on ne pouvait pas toutes adopter les enfants vulnérables là-bas, on a décidé de soutenir quelques organisations qu'on peut appeler communautaires, là, même si ce n'est pas l'équivalent de ce qu'on connaît au Québec, là, mais c'est la raison pour laquelle on est présent en Mongolie. Alors, on est là dans le temps long. Il y a certaines organisations qu'on soutient depuis plus de 15 ans. Alors, quand on commence une relation avec une fondation, généralement, si la confiance est là, si le dialogue est là, la relation va s'étirer dans le temps aussi. Nos dons peuvent varier entre 10 000 et 40 000 $ environ. Tout dépendant des besoins, de l'historique, de la capacité de gestion de l'organisation et du nombre d'années de notre relation. Avec le temps, on a aussi compris que soutenir la mission de base des organismes, c'est une bonne façon de les aider à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire intervenir auprès des populations qu'elles desservent. Une fois qu'une partie où les frais de base sont assurés, ils sont vraiment plus à l'aise pour développer puis faire un travail de fond auprès de leur clientèle. Alors, on soutient une grande variété de projets qui va des cuisines collectives à des ateliers parentaux avec les tout-petits, des maisons de jeunes, à des activités culturelles ou de loisirs, des travailleurs de rue, à des gîtes jeunesse. Dans tous les cas, on choisit de financer des projets qu'on qualifie de par et pour. C'est des projets qui émergent du milieu puis qui desservent directement les besoins de ces populations. C'est important pour nous que les participants, ceux auprès de qui les organismes interviennent, puissent aussi influencer la nature de ces projets-là. Puis au début, essentiellement, on était, comme beaucoup de fondations, centrés sur les villes. C'est en fait à l'invitation de Mission Inclusion, dans le temps L'Œuvre Léger, qu'on a été invités à acheter un œil sur la zone périurbaine de Montréal, le nord-ouest de Montréal, Saint-Eustache, Pointe-Calumet, dans ce coin-là. Et c'est là qu'on a décidé d'élargir un petit peu notre horizon. On a découvert que dans ces zones périurbaines, comme j'ai mentionné, le nord-ouest de Montréal, le comté de Portneuf, Haute-Saint-Charles dans la région de Québec, ce sont devenus des lieux où des jeunes familles viennent s'installer souvent à moindre prix. Cette migration entraîne par ailleurs souvent plus pour les mamans, enfin celles qui restent à la maison, souvent sans voiture, de l'isolement, puis une plus grande précarité à certains égards. Pour les organismes communautaires qui interviennent dans ces secteurs-là, le recours aux fondations n'est pas toujours évident. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui font du soutien aux communautés dans ces secteurs-là, puis il n'y a pas non plus de fondations qui ont un ancrage à quelque part dans ces régions-là. Alors, cette absence fait en sorte qu'il y a comme
un facteur où je dirais ils sont plus timides, ces organisations-là, à approcher les grandes fondations. Alors, il faut briser ce mur de verre, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Nous, on ne fait pas d'appel à projet, en fait. On essaie de cibler, puis souvent avec l'aide de grandes organisations comme les Centraides, qui ont une bonne connaissance des milieux et des territoires, on essaie de cibler où sont les besoins non répondus. Puis là, on va vers les organisations, on va vers les gens, puis on dit comment on pourrait vous aider. Puis là, on trouve une façon d'harmoniser un peu l'aide qu'on apporte en regard des besoins qui sont exprimés. On a donc tissé des liens qui se ramifient tranquillement, ce qui nous aide à, je dirais, aider à resserrer les mailles du filet social. Là. Je prends souvent l'exemple, et on s'entend que c'est un exemple théorique, là, mais en ayant une approche un peu territoriale comme on le fait, que ce soit dans les villes ou en zone périurbaine comme ça, on peut, on essaie de favoriser le développement de nos jeunes de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, parce qu'on s'entend quand on vit dans un milieu où on est vulnérable en bas âge, on reste vulnérable pas mal tout le long de notre parcours. Alors, comment on peut mieux répondre puis aider dans cet accompagnement-là? On essaie de faire travailler en réseau des entreprises présentes dans un secteur pour que, pas des entreprises, mais des organismes présents dans un secteur pour assurer comme un suivi d'accompagnement dans le long terme. Donc, souvent, dans ces milieux-là, les jeunes, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup d'activités de loisirs, les jeunes sont désœuvrés, il manque parfois de stimulation, puis tout ça entraîne des problèmes souvent de délinquance. L'isolement peut générer des problèmes de consommation, de santé mentale. Alors, on essaie de favoriser l'accès aux services, de faire en sorte qu'il y ait plus de ressources présentes dans les milieux pour aider les gens, puis aller vers eux aussi, parce que, comme je le disais, souvent dans des milieux périurbains, on est isolé si on n'est pas près du village. Puis, alors, il faut trouver des façons de briser cet isolement-là. Alors, il y a certains projets qu'on soutient notamment qui sont faits pour aller faire du démarchage en quelque sorte vers des familles qui en ont besoin. Par exemple, en Haute-Saint-Charles, je pense que c'est bien de donner des exemples, ça donne une meilleure idée de ce qu'on fait. Un groupe de parents a commencé il y a quelques années à faire des activités dans les parcs parce qu'il y avait de la délinquance dans les parcs. Ils se sont dit, si on assure une forme de présence puis des activités, bien, ça va occuper les jeunes puis ça va peut-être réduire la délinquance. Je m'excuse, j'ai perdu mon écran, le revoilà. Alors, avec le temps, les services sont développés. La Ville a fourni des locaux à ce groupe de parents-là. Avec notre aide, ils ont pu engager une première coordonnatrice à temps partiel qui est devenue maintenant à temps plein. Et maintenant, l'organisme a été reconnu par le ministère de la Famille. Alors, c'est une façon qu'on... puis je ne dis pas qu'on était seuls là-dedans. Au départ, il y avait les parents qui avaient identifié ces besoins-là, mais en assurant un suivi sur plusieurs années, puis en aidant les organismes à se développer, bien, on assure aussi une certaine solidité à l'organisme, puis ça lui permet d'assurer sa mission, sa vocation, puis d'aller chercher du financement supplémentaire. On a aussi, au fil du temps, créé des liens avec des organismes qui nous permettent de toucher des communautés plus éloignées. Vous avez peut-être entendu parler du groupe Execo, par exemple, qui intervient auprès des Premières Nations dans le respect de leur culture, de leurs traditions, sur des territoires qui nous seraient pas possibles, où il ne nous serait pas possible d'intervenir directement. Alors, en soutenant Execo, bien, on permet aussi d'apporter du soutien à ces communautés-là où on sait que les besoins sont nombreux.
Enfin, ce qu'on fait plus récemment, puis ce qu'on souhaiterait continuer à développer, c'est soutenir et favoriser la mobilisation de groupes citoyens, comme par exemple les Mères au front, qui veillent à protéger les prochaines générations contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Ce mouvement en particulier compte des milliers de membres et sympathisants regroupés dans plus que même des milliers, c'est plus de 5000 en un an. C'est quand même assez considérable. Regroupés dans plus de 25 groupes locaux maintenant partout au Québec. Chaque groupe est autonome, mais un bureau de coordination à l'échelle provinciale coordonne les activités, outille les groupes par la tenue de séminaires ou de conférences et supporte la mobilisation en fournissant des éléments de communication. J'aimerais terminer en disant que nous sommes une fondation familiale privée, alors on part de nos valeurs, puis moi, j'ai vraiment la croyance profonde de notre interdépendance au sein de la société comme humain, comme humanité, mais aussi à plus large échelle au sein du grand écosystème planétaire. Alors, on cherche à multiplier les interactions entre les organismes que nous soutenons et de même les autres fondations qui composent notre réseau philanthropique. Et nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus forts et que nous avons tous à apprendre des uns des autres. La pandémie a été riche d'enseignements. Pour mieux aider les organismes, nous avons largement simplifié la reddition de comptes habituelle et nous avons développé la pratique d'évaluer nos projets en groupe, en réunissant 6 ou 7 organisations ensemble pour évaluer leur travail. On aborde les difficultés rencontrées et surmontées, les enjeux pressentis et les solutions mises de l'avant. Dans cette dynamique, les plus petits organismes apprennent des plus grands. Ceux de la ville apprennent de ceux des campagnes et vice-versa. Les échanges sont riches et dépersonnalisés. Cela favorise l'écoute et la bienveillance et un réseau de support. Nous, on apprend plus de cette manière, plus que si on rencontrait les organismes un à un. On sauve du temps, puis la dynamique est plus enrichissante pour tous et moins stressante. Il y a vraiment un effet d'émulation, les organisations deviennent apprenantes, puis je nous inclus donc dans ce partage d'informations et d'apprentissage. La relation de confiance et d'écoute qu'on a établie avec les organisations nous met tous sur le même pied. On a compris qu'au-delà du chèque, nous pouvons faire beaucoup en développant une relation égalitaire où nos partenaires se sentent libres d'exprimer aussi les succès, mais aussi les difficultés. Ils trouvent chez nous de l'attention et de l'ouverture à se repositionner, se réajuster et ce, en continu. Voilà.